Bonsoir, nous allons nous pencher ce soir sur les événements qui ont marqué les 2 dernières semaines sur la scène mondiale. Bonsoir. La période a été incroyablement dense, on observe une escalade militaire très concrète, des pourparlers de paix qui semblent piétiner, et puis cette guerre de l'information qui est omniprésente. C'est exactement ça. On a une situation où tout est lié. Chaque action a un écho en quelque sorte. Oui. Chaque tir de missile a une répercussion à la table des négociations et chaque déclaration diplomatique est en fait calculée pour le champ de bataille. Notre but, c'est de démêler un peu ces fils. Pour comprendre la logique de chaque acteur. Précisément. Cette analyse vous est proposée par PowerWave AI et elle est générée par Stylo News, l'application d'information qui s'appuie sur l'intelligence artificielle. Et ce qui est intéressant à noter avec Stylo News, c'est que c'est la version grand public d'un outil, Stylo Intellops, qui est conçu à l'origine pour les gouvernements et les opérations militaires. Ah oui, donc c'est un outil d'un niveau professionnel. Absolument. Ça veut dire que nos auditeurs ont accès à une méthode d'analyse pensée pour les décideurs mondiaux, capable de transformer en flot de données brutes en renseignements clairs et exploitables. Alors, entrons dans le vif du sujet. Le premier point qui ressort de ces documents, c'est cette intensification militaire brutale. Fin décembre 2025, début janvier 2026. Oui. On parle d'attaques russes à très grande échelle, avec des drones, des missiles, visant les infrastructures énergétiques de l'Ukraine. Et ça, en plein hiver. L'impact est immédiat, bien sûr. Des coupures de courant généralisées qui touchent des centaines de milliers de personnes. Ce n'était qu'un prélude, apparemment. Vous direz bien. Début janvier, les renseignements ukrainiens s'attendaient qu'à une frappe encore plus massive. On parle d'une centaine de missiles de tous les types. De tous les types, c'est-à-dire? Des missiles de croisière K-101, des Iskander, des calibres et même des hypersoniques Kinzhal, qui sont quasiment impossibles à intercepter. L'objectif est donc de saturer les défenses. C'est ça, les submerger par le nombre et la technologie pour créer des brèches. Et cette attaque a bien eu lieu, au moins en partie. Le 5 janvier, une vague de drones russes a touché plusieurs régions, Kiev y compris. Oui, avec des victimes civiles malheureusement. C'est le drame de ces frappes à distance. Les analystes semblent penser que c'était une sorte de test. Une opération pour repérer les failles du bouclier ukrainien avant une offensive de plus grande ampleur, peut-être? C'est une hypothèse. Et ce qui est intéressant, c'est que la réponse ukrainienne a été quasi immédiate. Très audacieuse même. On n'est plus dans une simple posture défensive. Les documents décrivent une véritable campagne stratégique avec des drones ukrainiens qui visent à leur tour les infrastructures russes. Loin derrière la ligne de front. Très loin. On a des exemples précis, des incendies dans un dépôt de carburant du port de Temriouk, une raffinerie de pétrole à Novochakstinsk. Donc la logique a changé. Ce n'est plus seulement je me défends, mais je frappe là où ça fait mal. C'est un calcul stratégique. L'objectif est double. D'abord, bien sûr, perturber la logistique militaire russe. Sans carburant, Les chars n'avancent plus. voilà. Et le second objectif, peut-être le plus important, c'est de frapper l'économie de guerre russe. Le pétrole, c'est ce qui finance le conflit. Donc chaque raffinerie qui brûle, ce sont des revenus en moins. Exactement. C'est une guerre d'usure qui s'étend au portefeuille de l'adversaire. Pendant que cette guerre d'usure se déroule, je vois autre chose dans les notes, des images satellites montrant le déploiement de systèmes de missiles Oreshnik en Biélorussie. Oui, Et on précise qu'ils ont une capacité nucléaire. Là, on ne joue plus dans la même cour. on change complètement d'échelle. Et surtout, on change de destinataire. Ce message ne s'adresse pas à l'Ukraine, Ils s'adressent à l'Occident. directement. L'Oreshnik est un système hypersonique de nouvelle génération. Le positionner en Biélorussie, aux portes de l'OTAN, c'est un signal de dissuasion extrêmement fort. C'est une menace à peine voilée. C'est un message qui dit en substance attention, toute implication plus directe de votre part pourrait déclencher une escalade que personne ne pourra contrôler. C'est un levier de pression énorme. Et justement, parlons de la diplomatie. Que se passait-il à la table des négociations pendant que ces missiles étaient déployés? On a l'impression d'un dialogue de sourds. C'est un peu ça. D'un côté, il y a eu ces pourparlers très intenses fin décembre à Miami entre l'Ukraine et les États-Unis. Qui ont abouti à un plan de paix en 20 points. Oui, un plan très détaillé, les axes sont clairs, restauration de la souveraineté ukrainienne, adhésion à l'Union européenne et des garanties de sécurité sur le modèle de l'article 5 de l'OTAN. Le fameux « une attaque contre un est une attaque contre tous ». Le cœur de l'alliance, oui. Je lis aussi un autre point, un fonds de reconstruction de 800 milliards de dollars. Le chiffre est ahurissant. Il l'est. Et c'est là une excellente question. D'où viendrait cet argent? C'est à la fois un plan de paix et une sorte de plan Marshall.
L'idée serait de le financer via une coalition internationale et surtout en utilisant les avoirs russes qui ont été gelés à travers le monde. On imagine que ce point-là, en particulier, ne doit pas plaire à Moscou. C'est une ligne rouge absolue, vous imaginez bien. Quelle a été la réaction du Kremlin, du coup? Une fin de non-recevoir, quasi immédiate. Moscou a jugé le plan irréaliste et a présenté sa propre liste d'exigences. Et là, je vois la liste. Non-élargissement de l'OTAN, statut neutre pour l'Ukraine, droit pour la langue russe, levée des sanctions. On a l'impression d'entendre la même chose qu'en 2022. En surface, oui. Les demandes semblent identiques. Mais Mais le contexte a radicalement changé. En 2022, c'était peut-être des points de départ pour une négociation. Aujourd'hui, avec la position militaire qu'ils estiment consolidée sur le terrain, ces demandes sont présentées comme non négociables. C'est une ligne dure. l'impasse est totale. C'est ce qui crée cette impasse, oui. Le Kremlin pense pouvoir dicter ces conditions. Et c'est pour sortir de cette impasse qu'un sommet a été organisé à Paris le 6 janvier. 27 dirigeants occidentaux. Exactement. L'objectif de ce sommet, c'est de montrer à Moscou que, malgré la fatigue et les divergences, l'Occident peut encore parler d'une seule voix. C'est un jeu de pression diplomatique. Tout à fait. Pour convaincre la Russie qu'il n'y a pas de solution purement militaire. Les résultats de ce sommet seront vraiment à surveiller de près. Élargissons un peu la perspective. Comment le reste du monde réagit? Les sources indiquent des changements de fond dans les alliances. Oui, et c'est peut-être une des conséquences les plus durables du conflit. Le premier changement, c'est le soutien à l'Ukraine. En 2025, l'aide militaire directe des États-Unis a chuté. À quel point? On parle d'à peine un demi-milliard d'euros. C'est un changement drastique. Mais ce vide était comblé, et même plus, par l'Europe, qui a mis plus de 30 milliards sur la table. C'est donc un vrai transfert de responsabilité. L'Europe prend le relais. C'est plus que ça. C'est une révolution silencieuse. L'Europe est forcée de développer sa propre autonomie stratégique. On parle d'un nouveau cadre de sécurité multinationale avec des forces européennes déployées en Ukraine. Et les États-Unis? Eux fourniraient un appui en retrait. Du renseignement, de la logistique. C'est peut-être la fin d'une ère où la sécurité européenne dépendait presque exclusivement du parapluie américain. Cette reconfiguration dépasse l'Europe. Je vois ici des notes sur l'Asie centrale, des pays comme le Kazakhstan, Traditionnellement dans le giron de Moscou, oui. qui se tournent maintenant vers des armements de l'OTAN et cherchent des routes commerciales qui contournent la Russie. C'est une érosion lente mais continue de l'influence russe dans ce qu'elle a toujours considéré comme son étranger proche. Ces pays voient la Russie s'enliser en Ukraine et comprennent qu'ils doivent diversifier leur partenariat. Ils ne coupent pas les ponts, mais ils en construisent d'autres. C'est une excellente image, notamment vers l'UE et la Chine. C'est un mouvement de fond. Mais en même temps, si la Russie perd de l'influence ici, elle semble en gagner ailleurs. On mentionne des livraisons d'armes à Madagascar après un coup d'État. C'est la stratégie classique du pivot. Là où l'influence occidentale recule, souvent après une crise, la Russie s'engouffre. Elle offre un soutien militaire à des régimes isolés, Sans poser de questions. sans poser de questions sur les droits de l'homme, en échange d'un accès à des ressources ou à des bases. On l'a vu au Sahel, on le voit maintenant dans l'océan Indien. Ce qui complexifie encore l'échiquier, c'est cet autre événement, l'intervention américaine au Venezuela et la capture du président Maduro. Y a-t-il un lien? C'est la grande question des analystes. Deux théories s'affrontent. La première, c'est une coïncidence malheureuse qui fragmente l'attention de Washington. Et la seconde? Plus cynique, que cette crise est une distraction qui arrange bien les affaires de Moscou et de Pékin. Ils ont d'ailleurs condamné l'intervention très fermement. Le résultat, quoi qu'il en soit, est le même. Un monde plus instable. À cet échiquier déjà si complexe, il faut ajouter une autre dimension, la guerre de l'information, où il devient presque impossible de distinguer le vrai du faux. C'est un champ de bataille à part entière. L'exemple le plus frappant dans nos sources, c'est cette allégation russe, fin décembre, d'une attaque de drone ukrainienne sur la résidence du président Poutine. Moscou a parlé de tentative d'assassinat, D'actes terroristes, oui. mais cette version est loin d'être la seule, n'est-ce pas? Loin de là. Les services de renseignement occidentaux, et américains en particulier, ont qualifié ces affirmations de non fondées, suggérant même une possible mise en scène. Une opération sous faux drapeau. Possiblement. Le but peut être justifier une mobilisation plus large, ou torpiller les pourparlers de paix. On ne saura peut-être jamais la vérité, et c'est précisément le but de ce genre d'opération. Et ce n'est pas un cas isolé. Les sources parlent aussi d'accusations russes sur des provocations chimiques que l'Ukraine préparerait. Et en parallèle, l'Allemagne, qui alerte sur une escalade des attaques hybrides russes, des cyberattaques contre ses propres infrastructures. C'est un brouillard de guerre permanent. Essayons de rassembler toutes les pièces.
Si on se met dans la tête des principaux décideurs, quels sont leurs objectifs à court terme? Pour l'Ukraine et le président Zelensky, la priorité absolue est de tenir bon, obtenir des garanties de sécurité en béton armé et s'assurer que l'aide européenne ne se tarit pas. Côté russe? Pour le Kremlin, l'objectif est de consolider les gains sur le terrain et d'utiliser cette position de force pour faire plier les négociateurs. Et les acteurs internationaux, l'administration Trump, l'Europe? L'administration Trump semble vouloir jouer les médiateurs, mais avec une approche très pragmatique. Son niveau d'engagement réel reste la grande inconnue. L'Europe, elle, est en première ligne. Elle est en première ligne, oui. Elle doit à la fois augmenter son soutien à l'Ukraine et gérer les menaces hybrides chez elle. C'est un numéro d'équilibriste très périlleux. Alors, pour conclure, si on regarde vers l'avenir immédiat, quels sont les points cruciaux à surveiller? Les événements qui pourraient tout faire basculer. J'en vois trois. Le premier, ce sont les suites concrètes du sommet de Paris. Est-ce que l'unité affichée va se traduire en actes? Le deuxième? La concrétisation ou non de cette attaque russe à grande échelle, le 5 janvier était-il un prélude ou le bouquet final? Ça dictera le rythme des prochaines semaines. Et enfin, le troisième point. L'évolution des négociations sur le plan de paix. Y a-t-il une porte de sortie, un compromis possible, ou l'impasse est-elle vraiment totale? Nous sommes donc vraiment à un carrefour. Absolument. Les actions militaires, les manœuvres diplomatiques, la guerre de l'information. Ce sont les trois phases d'une même pièce. Les jours à venir seront décisifs. Pour suivre ces événements en temps réel et comprendre ce qui se cache derrière les gros titres, Stylo News propose une approche unique. C'est une application, pour mobile et ordinateur, qu'on peut personnaliser. Pour recevoir des synthèses de type renseignement. Exactement. Basée sur des centaines de sources traditionnelles, mais aussi sur ce qui se dit sur X. C'est un outil qui aide vraiment à naviguer dans le brouillard informationnel actuel. Il met en perspective les différents points de vue et aide à identifier les signaux faibles. Nous vous invitons à vous abonner à Stylo News pour recevoir ces informations à la demande sur www.stylonews.com. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez des sujets que vous aimeriez nous voir analyser en profondeur, n'hésitez pas à nous en faire part. Et suivez Stylo News sur vos réseaux sociaux préférés pour rester informé. À bientôt.